La maison s'est mise à émettre ses craquements et gémissements nocturnes pendant que je cachais soigneusement le journal dans ma tête d'oreiller, sentant les coins rigides s'enfoncer dans ma joue lorsque je me couchais dessus. Je ne pouvais pas risquer de lire davantage. Brandon venait vérifier ma chambre chaque heure, son ombre apparaissant dans l'embrasure de la porte avec une régularité terrifiante. Le lendemain matin, c'était samedi. Maman a fait des pancakes comme si de rien n'était, fredonnant faux une chanson à la radio. Cette normalité me donnait la nausée. Brandon n'a pas arrêté de me fixer à travers la table, ses yeux suivant chacun de mes gestes pendant que je déplaçais ma nourriture sans vraiment manger. Je me suis excusée pour aller aux toilettes et j'ai emporté le journal avec moi. Je l'ai caché dans le réservoir des toilettes, enveloppé dans un sac en plastique trouvé sous l'évier. L'eau froide m'a glacé les bras pendant que je le déposais délicatement à l'intérieur. Le lundi à l'école, je me suis faufilée dans la salle informatique pendant la pause déjeuner, disant à mes amis que je devais finir un devoir. La pièce était vide, à part le bourdonnement des vieux ordinateurs et le tic-tac de l'horloge murale. J'ai commencé à prendre des photos de chaque page du journal avec mon téléphone, l'orientant pour éviter les reflets agressifs des néons. Mes mains tremblaient encore, rendant certaines photos floues. Les entrées remontaient à des années. L'écriture familière de mon père devenait de plus en plus agitée au fil du temps. Il écrivait ses soupçons, avoir vu la voiture de Brandon à des heures étranges, garée au bout de la rue, maman qui agissait bizarrement, distante. Une entrée mentionnait un ticket de motel trouvé dans le sac à main de maman alors qu'il cherchait un chewing-gum. Une autre parlait de Brandon apparaissant au bar pendant les shifts de papa, toujours installé dans une banquette du fond, toujours à observer, à rôder comme un prédateur étudiant sa proie. J'ai tout téléversé sur un compte cloud que j'avais créé sous un faux nom, mon cœur martelant ma poitrine tandis que la barre de progression se remplissait lentement. Puis j'ai supprimé toutes les photos de mon téléphone, vérifiant 2 fois pour m'assurer qu'elles avaient vraiment disparu. Je savais que Brandon pourrait vérifier. Il fouillait mes affaires de plus en plus souvent ces derniers temps. Quand je suis rentrée ce jour-là, il m'attendait dans ma chambre, assis sur mon lit comme s'il était chez lui. Il avait tout fouillé. Mes tiroirs étaient renversés, mes vêtements éparpillés sur le sol comme des feuilles mortes. Mon matelas avait été retourné, laissant le sommier apparent, et même ma vieille boîte à bijoux avait été vidée, des colliers bon marché et des bracelets d'amitié emmêlés les uns aux autres. Il m'a demandé où c'était, sa voix dangereusement calme. J'ai fait semblant de ne rien comprendre, lui demandant de quoi il parlait, essayant d'avoir l'air confuse plutôt que terrifiée. Il m'a attrapée par les épaules et m'a secouée violemment, mes dents claquant l'une contre l'autre. Il a dit qu'il savait que j'avais trouvé quelque chose dans le grenier, qu'il n'était pas idiot. Maman est rentrée à ce moment-là, ses clés tintant pendant qu'elle lançait un « bonjour ». Elle a demandé ce qui se passait, observant le chaos de ma chambre avec les sourcils levés. Brandon a menti avec une aisance parfaite, toute son attitude changeant en un instant. Il a dit qu'il m'aidait à réorganiser ma chambre en désordre, que j'avais demandé son aide. Il a même souri, ce faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle l'a cru, comme toujours, sans doute parce que c'était plus facile que de poser des questions. Ce soir-là au dîner, Brandon a annoncé qu'ils avançaient la date du mariage. Au lieu de l'année prochaine, ce serait le mois suivant. Il a dit qu'il ne pouvait plus attendre pour rendre notre famille officielle. Maman a poussé un petit cri d'excitation, tapant des mains comme une enfant. J'avais la nausée. Le poulet dans mon assiette me semblait soudain gris, immangeable. Au cours des semaines suivantes, Brandon m'a surveillée constamment. Il avait installé une caméra dans le couloir, pointée vers l'endroit où ma porte se trouvait autrefois. La petite lumière rouge clignotait comme un œil malveillant. Il a commencé à me conduire à l'école et à venir me chercher. Plus de bus avec mes amis. Il m'attendait sur le parking, moteur allumé, observant chaque personne qui me parlait. Il prenait mon téléphone le soir, le posant sur sa table de nuit hors de ma portée. Mais je continuais à travailler en secret pendant la journée. J'imprimais des pages du journal à l'école et les cachais dans mon casier, scotché derrière de vieux manuels. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas à qui faire confiance. Mes professeurs semblaient aveugles. Mes amis ne comprendraient pas. Puis je me suis souvenu d'oncle Henri.
C'était le meilleur ami de mon père depuis le lycée. Le genre de personne qui se pointait pour aider sans même qu'on le demande. Ils étaient inséparables jusqu'à l'arrestation de papa. Après ça, maman lui avait interdit de nous contacter, disant qu'il était une mauvaise influence. Qu'il encourageait les soi-disant tendances violentes de papa. Mais je savais que c'était un mensonge. Oncle Henri était un homme bien, qui sentait toujours la sueur de bois et gardait des bonbons au caramel dans sa poche. Il travaillait dans la construction et avait 3 enfants, des jumeaux et une petite fille qui m'appelait sa grande cousine. J'ai retrouvé son numéro dans un vieux carnet d'adresses que maman avait oublié dans le tiroir fourre-tout de la cuisine, enfoui sous des coupons périmés et des piles mortes. Je l'ai appelé depuis la cabine téléphonique devant l'école, pendant le cours de sport. Le métal était glacé contre mon oreille. J'avais dit au professeur que je me sentais mal et que j'avais besoin d'air, la main sur mon ventre pour rendre ça crédible. Oncle Henri a répondu à la 3e sonnerie, sa voix grave s'adoucissant quand j'ai dit qui j'étais. J'ai parlé vite, trop vite, les mots se bousculant, lui disant que j'avais besoin d'aide, que papa était innocent, que j'avais des preuves. Il m'a dit de ralentir, de respirer. Puis il m'a donné rendez-vous à la bibliothèque municipale après l'école, le lendemain. Il a ajouté que, si maman demandait, il dirait qu'il m'avait vu marcher et qu'il m'avait raccompagné. Sa voix était calme, rassurante, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression que peut-être, tout irait bien. Brandon s'est montré méfiant quand j'ai dit que je restais après les cours pour un projet de groupe. Il m'a interrogé sur les membres de mon groupe, sur le sujet du projet, sur le professeur qu'il avait donné. Mais ma prof d'histoire l'a confirmé lorsqu'il a appelé pour vérifier, sans doute agacé d'être dérangé pendant son heure de préparation. J'ai presque couru jusqu'à la bibliothèque, mon sac à dos tapant contre ma colonne vertébrale. Oncle Henri m'attendait sur le parking, dans son vieux pick-up. La peinture rouge était délavée, mais le camion restait propre. Il avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, avec plus de gris dans sa barbe et des rides plus profondes autour de ses yeux. Je lui ai montré les photos des pages du journal sur mon téléphone, défilant rapidement. Son expression s'assombrissait à chaque image, ses phalanges blanchissant alors qu'il serrait le volant. Il m'a dit qu'il avait toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'arrestation de papa. Que l'histoire n'avait jamais eu de sens. Trop de zones d'ombre, trop pratique. Il m'a demandé si j'avais encore le journal. Je lui ai dit où je l'avais caché et il hocha la tête, satisfait. Il a dit qu'il nous fallait plus que de simples soupçons de papa. Il nous fallait de vraies preuves, des témoins, quelque chose de concret. Il connaissait des gens qui travaillaient au bar ce soir-là. Peut-être qu'ils avaient vu quelque chose. Peut-être qu'ils se souvenaient d'un détail que la police n'avait jamais pris la peine de demander. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rencontré oncle Henri 3 fois de plus à la bibliothèque. Chaque rendez-vous ressemblait à un film d'espionnage, regarder derrière moi, changer d'itinéraire, éviter les mêmes rues. Il avait réussi à retrouver Edouard, qui travaillait comme agent de sécurité ce soir-là. Edouard était un grand type aux yeux doux, qui se souvenait de tout. Il se souvenait que Brandon était là, ce qui était étrange, parce que Brandon avait dit à la police qu'il était resté à la maison toute la soirée à regarder la télé. Edouard a aussi dit qu'il avait vu Brandon entrer dans les toilettes juste avant papa. Peut-être 30 secondes. Mais Edouard avait eu trop peur de parler après l'arrestation éclair de papa, trop effrayé à l'idée d'être mêlé à tout ça. Terrifié surtout par Brandon, qui avait des connexions partout. Oncle Henri avait aussi retrouvé Caroline, la barmaid de ce soir-là. Elle avait de longs cheveux roux bouclés et une mémoire affûtée pour les visages. Elle raconta que Brandon traînait dans le bar depuis des semaines avant l'incident, toujours en train de demander les horaires de papa, faisant semblant d'être amicale. Elle trouvait ça étrange, mais n'y avait pas pensé davantage à l'époque. Les gens posaient souvent des questions sur les habitués. Elle se souvenait aussi que Brandon avait commandé un verre ce soir-là, un whisky sec, puis qu'il avait disparu pendant un long moment avant qu'on ne retrouve le corps. C'était elle qui avait appelé le 911, ses mains tremblant tellement qu'elle arrivait à peine à composer le numéro. La véritable percée arriva quand oncle Henri parla avec Brian, le gérant du bar. Brian était un homme plus âgé, qui tenait l'établissement depuis 20 ans.
Il mentionna qu'ils avaient amélioré leur système de sécurité un mois avant l'incident. La police n'avait saisi que les enregistrements des caméras principales, mais il existait un système de sauvegarde qui filmait le couloir menant aux toilettes. Brian avait encore les fichiers sur un vieux disque dur dans son bureau. Il les avait complètement oubliés jusqu'à ce qu'Henry lui pose la question. Le disque prenait la poussière derrière des factures de boissons alcoolisées. Nous nous sommes retrouvés chez Brian pour regarder les images. Son salon sentait le café et la cigarette froide. J'avais l'estomac noué pendant qu'il branchait le disque dur à son ordinateur portable. Le minuteur affichait clairement Brandon entrant dans les toilettes à 21h47, marchant tranquillement comme s'il avait tout le temps du monde. Papa entra à 21h52, probablement juste pour aller aux toilettes après son service. Brandon ressortit à 21h51, regardant sa montre et lissant sa chemise. Papa sortit à 21h53, couvert de sang, appelant à l'aide, son visage déformé par le choc et l'horreur. C'était évident. Clair comme de l'eau de roche. Brandon avait eu 4 minutes seul dans cette salle de bain. Plus que suffisant pour appeler quelqu'un et mettre en place un coup monté. Oncle Henry copia les images sur plusieurs clés USB, ses mains calmes et méthodiques. Il dit que nous devions faire très attention à la manière dont nous allions gérer tout ça. Nous ne pouvions pas simplement aller voir la police. Brandon pouvait très bien y avoir des connexions, des amis qui lui devaient des faveurs. Il fallait d'abord monter un dossier impossible à contester. Il me dit d'agir normalement à la maison, de ne rien laisser paraître. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Mais Brandon a dû sentir quelque chose. Peut-être que je jouais mal la comédie. Ou peut-être qu'il devenait juste paranoïaque. Il a commencé à devenir plus agressif. Une nuit, il est entré dans ma chambre et s'est assis sur mon lit, le matelas s'affaissant sous son poids. La caméra du couloir ne pouvait pas le voir depuis cet angle. Il m'a dit qu'il savait que je traînais dans le dos de ma mère avec oncle Henry. Quelqu'un nous avait vus à la bibliothèque, probablement l'un de ses amis, ces types qui semblaient être partout. Il m'a dit que si je ne cessais pas immédiatement ce que j'étais en train de faire, maman pourrait être blessée. Il a dit que les accidents arrivaient tout le temps, sa voix décontractée comme s'il parlait de la météo. Les gens tombent dans les escaliers. Les voitures peuvent avoir des problèmes de frein. Les fuites de gaz, ça existe. J'ai compris la menace. Je l'ai senti descendre dans ma poitrine comme une pierre glacée. J'étais terrifiée, mais j'ai essayé de rester calme, de respirer normalement. J'en ai parlé à oncle Henry lors de notre prochaine rencontre, en chuchotant même si nous étions seuls. Il a dit que nous devions accélérer les choses. Il était déjà en contact avec l'avocat de mon père et lui avait montré ce que nous avions trouvé. L'avocat était enthousiaste mais prudent. Il a dit qu'il nous fallait le journal original aussi. Cela renforcerait l'affaire, prouverait que les photos n'avaient pas été falsifiées. Je lui ai dit que je l'obtiendrais, même si l'idée seule me donnait envie de vomir. Cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin, regardant les chiffres rouges de l'horloge changer avec une lenteur torturante. Je me suis glissée jusqu'à la salle de bain, mes pieds nus silencieux sur la moquette. J'ai récupéré le journal dans le réservoir des toilettes, le plastique encore intact. Il était parfaitement sec. Les mots de mon père, toujours en sécurité. Je l'ai glissé dans mon sac à dos pour l'école, dans la poche intérieure, bien fermée. Mais en sortant de la salle de bain, Brandon se tenait dans le couloir, aussi immobile qu'un fantôme. Il m'a demandé ce que je faisais debout, ses yeux brillants dans l'obscurité. J'ai dit que je me sentais mal, la main sur le ventre. Il m'a fixé longtemps, puis il m'a laissé passer. Je sentais encore son regard sur mon dos en retournant dans ma chambre. Le lendemain matin, mon sac à dos avait disparu. Je l'ai finalement trouvé dans la cuisine, vide. Tout son contenu était étalé sur la table comme les pièces d'un puzzle démantelé. Brandon était assis, le journal ouvert devant lui, tournant les pages avec un intérêt théâtral. Maman, elle, lisait derrière lui, le visage pâle, troublé, comme si elle ne comprenait plus rien. Brandon lui avait dit que j'écrivais des histoires fantaisistes sur lui, que j'étais perturbée, que j'avais besoin d'aide.
Il commença à lui montrer des passages précis, pointant du doigt des phrases. Regarde comment elle essaie d'imiter l'écriture de ton mari. Tu vois comme elle nous mentionne, toi et moi? C'est clairement son fantasme malsain. Elle veut nous séparer. La confusion de maman se transforma en colère à mesure que Brandon parlait, tissant ses mensonges avec juste assez de vérité pour les rendre crédibles. Elle l'a cru. Elle m'a dit qu'elle était déçue. Que mentir sur Brandon était maladif. Qu'elle pensait que je vivais mieux l'absence de papa. J'ai essayé de lui dire que c'était le journal de papa, mais elle ne voulait rien entendre. Elle disait que j'avais évidemment falsifié l'écriture de papa pour accuser Brandon, parce que je refusais de l'accepter comme mon nouveau père. Elle disait que j'avais besoin d'un thérapeute, peut-être même d'un internat spécialisé pour adolescents à problème. Brandon, bien sûr, avait une solution toute prête. Il proposa l'établissement de son cousin, dans un autre état. Très strict, très isolé, dit-il. Parfait pour corriger les enfants qui mentent, et qui causent des ennuis. La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. J'ai senti les murs se refermer autour de moi, la pièce tourner légèrement. Ce jour-là, à l'école, j'ai trouvé le camion d'oncle Henri sur le parking à l'heure du déjeuner. Je suis montée dedans et j'ai éclaté en sanglots en lui racontant ce qui s'était passé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que nous avions toujours les enregistrements. Mais quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, mon téléphone avait disparu de mon sac à dos. Brandon l'avait pris. Il a tout fouillé et a trouvé mon compte cloud, devinant le mot de passe après seulement 3 essais. Il m'a forcé à regarder pendant qu'il supprimait toutes les photos du journal, son doigt frappant l'écran avec une satisfaction cruelle. Il a dit que les copies de l'oncle Henri ne serviraient à rien sans l'original pour les vérifier. Il a dit que les photos pouvaient être truquées, que n'importe quel bon avocat affirmerait qu'elles avaient été modifiées sans le journal original pour comparer l'écriture. Les images du bar, c'était différent. Elles venaient d'un système de sécurité officiel, avec des horodatages vérifiables. Mais l'écriture manuscrite et les photos, beaucoup trop faciles à falsifier. Ce soir-là, maman m'a annoncé que je partirais en pension lundi. Cet endroit spécial m'aiderait à gérer mes illusions à propos de Brandon. Elle avait déjà appelé l'école. Il m'attendait. C'était à plus de 1000 miles, dans les montagnes. Pas de téléphone autorisé. Aucun contact avec l'extérieur pendant les 6 premiers mois, pour éviter les influences négatives. J'ai compris que c'était le plan de Brandon pour me faire taire définitivement, me faire disparaître sans jamais avoir à me toucher. Samedi matin, j'ai réussi à m'échapper quand maman est partie faire les courses et que Brandon était sous la douche. J'entendais l'eau couler pendant que j'ouvrais la porte d'entrée tout doucement. J'ai couru jusqu'à la maison d'Ashley et j'ai utilisé son téléphone pour appeler oncle Henri. La mère d'Ashley était au travail, et Ashley a couvert pour moi. Que Dieu la bénisse. J'ai raconté à oncle Henri l'histoire de la pension. Il m'a dit de préparer un sac et de le retrouver à la bibliothèque dans 1 heure. Mais quand je suis rentrée chez moi, Brandon m'attendait sur les marches du perron, les cheveux encore humides. Il avait remarqué mon absence. Il m'a tiré à l'intérieur par les cheveux, le cuir chevelu en feu. Maman n'était pas encore rentrée. Il m'a projeté contre le mur si fort qu'un cadre est tombé, puis il a dit que j'avais tout gâché. Qu'il avait travaillé trop dur pour laisser une gamine capricieuse ruiner ses plans. Il a dit que papa méritait de pourrir en prison, qu'il préparait tout ça depuis des mois avant cette nuit-là au bar. Il a ajouté que maman était facile à manipuler, tellement désespérée d'avoir de l'attention après que papa a commencé à faire 2 boulots pour payer l'hypothèque. Je lui ai demandé pourquoi il avait appelé cet homme dans les toilettes, j'avais besoin de l'entendre le dire. Brandon a ri un rire affreux. Il a dit que ce type était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Brandon était entré là pour y déposer un couteau ensanglanté qu'il avait préparé, un couteau sur lequel il avait mis les empreintes de papa, prises dans la cuisine à la maison. Mais le type ivre l'avait vu le placer près du lavabo et avait commencé à poser des questions, à trop s'approcher. Alors Brandon avait dû le faire taire rapidement, et salement avec ce même couteau. Et quand papa est arrivé quelques minutes plus tard pour aider, c'était parfait. Le sang était encore frais.
Les empreintes de papa se sont retrouvées partout quand il a essayé d'aider la victime, tentant de stopper l'hémorragie. Et dans le chaos, Brandon avait discrètement pris la véritable arme du crime et laissé sur place un autre couteau, lui aussi préparé, mais qui ne pouvait pas remonter jusqu'à lui. J'enregistrais tout avec le téléphone d'Ashley, caché dans ma poche. J'avais appuyé sur le bouton avant même d'entrer. Brandon ne s'en est pas rendu compte. Il était trop occupé à se vanter, à délirer sur sa prétendue intelligence, comment il avait porté des gants, comment il avait étudié les horaires du bar pendant des semaines. Il a dit qu'après avoir fait disparaître papa, épouser maman était simplement une décision stratégique. Elle avait une bonne assurance vie grâce à son travail à l'hôpital, et moi je vaudrais encore plus en prestations sociales si jamais quelque chose lui arrivait. Peut-être un accident de voiture, une chute, peut-être qu'elle deviendrait juste trop triste et prendrait trop de comprimés. C'est à ce moment-là que maman est rentrée. Elle était revenue plus tôt parce qu'elle avait oublié son portefeuille. Elle avait entendu tout ce que Brandon venait de dire. Son visage est devenu blanc comme un drap. Les sacs de course sont tombés, des oranges roulant sur le sol. Brandon s'est retourné d'un coup, réalisant son erreur. Il a essayé de se rattraper, disant que je l'avais mis en colère, qu'il ne pensait pas un mot de ce qu'il avait dit, qu'il voulait juste me remettre dans le droit chemin. Mais maman en avait assez. Le voile s'était enfin levé. Brandon a fait un pas vers elle et elle a reculé, sa main cherchant quelque chose derrière elle. Elle lui a ordonné de sortir. Il a dit qu'elle exagérait. Elle a attrapé un couteau de cuisine dans le bloc et lui a dit de partir ou elle appellerait la police. Brandon a ri et a dit qu'elle n'oserait jamais. Trop de scandales, trop de honte. Que penseraient les voisins? Mais la main de maman restait parfaitement stable autour du couteau. Pour la première fois depuis des mois, je revis la mère que j'avais connue autrefois, celle qui me protégeait des cauchemars et embrassait mes genoux écorchés. Brandon comprit enfin qu'elle était sérieuse. Son visage changea, le masque tombant complètement. Il attrapa ses clés et son portefeuille sur le comptoir, mais avant de partir, il se tourna vers maman et dit que ce n'était pas fini. Qu'il savait trop de choses sur elle, ses aventures d'avant papa, quand il venait de se marier, l'argent qu'elle avait pris dans les économies de papa pour couvrir ses dettes de shopping. Il dit que si elle allait voir la police, il détruirait sa réputation. Puis il sortit en claquant la porte si fort que les fenêtres tremblèrent et que les derniers cadres tombèrent des murs. Maman s'effondra au sol, en larmes, son corps secoué de sanglots. Je m'assis à côté d'elle et lui montrai l'enregistrement sur le téléphone d'Ashley. Elle réécouta la confession de Brandon, son visage s'effritant un peu plus à chaque phrase. Elle répétait qu'elle était désolée, qu'elle avait été tellement stupide, qu'elle nous avait trahis, papa et moi. Je lui dis qu'on devait appeler la police maintenant, tout de suite, mais elle avait peur des menaces de Brandon, peur de tout perdre. J'ai appelé l'oncle Henry, et il est arrivé en quelques minutes, la clé USB contenant les images du bar serrée dans sa main. Nous avons installé maman à la table de la cuisine. Et nous lui avons tout montré, les pages du journal dont j'avais gardé des captures d'écran, les vidéos de surveillance montrant les déplacements de Brandon, les témoignages que Henry avait recueillis et fait authentifier par un notaire. Maman a vomi lorsqu'elle a compris qu'elle avait dormi pendant des mois à côté du meurtrier de papa, qu'elle avait même été en train de préparer un mariage avec lui. Elle accepta enfin d'appeler la police. 2 détectives sont venus prendre nos dépositions. Ils étaient professionnels, mais bienveillants, offrant des mouchoirs à maman et me parlant d'une voix douce. Ils ont écouté plusieurs fois l'enregistrement de la confession de Brandon. Ils ont regardé les images du bar sur notre ordinateur portable. J'ai appelé l'oncle Henry et il est arrivé en quelques minutes avec la clé USB contenant les images du bar. Nous avons installé maman à la table de la cuisine et nous lui avons tout montré, les pages du journal dont j'avais sauvegardé des captures, les enregistrements de sécurité montrant les déplacements de Brandon, ainsi que les témoignages qu'il avait recueillis et fait notariser. Maman a vomi lorsqu'elle a réalisé qu'elle dormait depuis des mois à côté du meurtrier de papa, qu'elle avait même été en train de préparer un mariage avec lui. Elle a finalement accepté d'appeler la police. 2 détectives sont venus prendre nos dépositions. Ils étaient professionnels mais bienveillants, offrant des mouchoirs à maman et me parlant avec douceur.
Ils ont écouté plusieurs fois l'enregistrement de la confession de Brandon. Ils ont visionné les images du bar sur notre ordinateur portable. Ils ont pris le journal comme pièce à conviction, le manipulant avec précaution, ganté jusqu'au poignet. L'un des détectives a dit qu'ils avaient déjà eu des doutes sur l'affaire de papa. Les analyses médico-légales n'avaient jamais vraiment concordé, mais la pression pour boucler le dossier rapidement avait été énorme. La confession de Brandon comblait enfin toutes les lacunes. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui le soir même, mais il avait disparu. Son appartement était vide, nettoyé à la hâte. Sa voiture avait disparu elle aussi. Les policiers nous ont dit de ne pas nous inquiéter, qu'ils finiraient par le retrouver. Ils ont placé une voiture de patrouille devant notre maison par précaution. Cette nuit-là, maman et moi n'avons pas fermé l'œil. Nous avons poussé le canapé contre la porte d'entrée et nous sommes restés dans le salon, toutes les lumières allumées, sursautant au moindre bruit. Le lendemain matin, l'oncle Henri a appelé. Il avait entendu, grâce à ses collègues du chantier, que Brandon avait été aperçu dans un motel, à 2 villes d'ici, essayant de payer une chambre en liquide. La police était déjà en route. À midi, il l'avait en garde à vue. Il avait tenté de s'enfuir, mais il n'était pas allé bien loin. Dans sa voiture, ils avaient trouvé des preuves le reliant à l'arme du crime d'origine. Il avait gardé le véritable couteau toutes ces années, comme un trophée malade enfermé dans une petite boîte métallique dans son coffre. Le couteau retrouvé sur la scène du crime n'était qu'un leurre, mais l'arme réelle portait encore des traces du sang de la victime incrustées dans les rainures du manche. Brandon avait d'abord tout nié. Il prétendait que j'avais fabriqué l'enregistrement avec de l'IA, que maman mentait pour me protéger parce qu'elle se sentait coupable vis-à-vis de papa. Mais les preuves étaient accablantes. Les caméras du bar montraient clairement son entrée dans la salle de bain. Ses empreintes se trouvaient sur la véritable arme après analyse. Toute la science médico-légale qui n'avait jamais correspondu à papa prenait soudain parfaitement sens lorsqu'elle était appliquée à Brandon. Même l'angle des blessures correspondait à sa taille, pas à celle de papa. Confronté à toutes les preuves, Brandon a finalement craqué. Il a tout avoué en échange d'un accord de plaidoyer. Il a admis avoir tout planifié, avoir piégé papa, avoir manipulé maman. Il a même reconnu des choses que nous ignorions complètement. D'autres crimes dans d'autres États, d'autres victimes accusées à tort de choses qu'elles n'avaient jamais faites. Le détective a dit que Brandon était un prédateur en série qui échappait à la justice depuis des années, se déplaçant de ville en ville, trouvant toujours des femmes vulnérables avec des enfants. L'avocat de papa a immédiatement déposé une requête d'appel d'urgence sur la base des nouvelles preuves. Le juge a tout examiné et a ordonné la libération immédiate de papa. Après 8 mois passés en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, papa rentrait enfin à la maison. Maman et moi avons pris la voiture pour aller le chercher. Le trajet s'est fait en silence, seulement accompagné par la radio qui jouait doucement. Maman n'arrêtait pas de pleurer, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs. Je ne savais pas quoi dire, la gorge serrée par l'émotion. Lorsque les portes de la prison se sont ouvertes et que papa est sorti, il semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus mince, plus âgé, ses cheveux plus gris que bruns maintenant, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras plus fort que je n'ai jamais serré quelqu'un. Il sentait différent, un mélange de savon industriel et de tristesse, mais c'était toujours mon père. Il m'a tenu contre lui et a pleuré dans mes cheveux, murmurant qu'il m'avait tellement manqué, qu'il n'avait jamais cessé de croire que je découvrirais la vérité. Maman restait en arrière, hésitante, tordant ses mains. Papa l'a regardé longuement. Puis il a simplement dit qu'ils en parleraient plus tard, que pour l'instant il voulait juste rentrer à la maison. Le trajet du retour s'est déroulé dans un calme étrange, seulement ponctué par les petites questions de papa. Comment se passait l'école? Est-ce que j'avais encore grandi? Est-ce que mon restaurant préféré était toujours ouvert? Des questions normales de papa, mais qui semblaient tout sauf normales après tout ce que nous avions traversé. Quand nous sommes arrivés à la maison, papa est resté debout dans l'entrée pendant 1 minute entière, regardant autour de lui comme s'il essayait de tout mémoriser. La maison semblait différente sans les affaires de Brandon éparpillées partout. Maman avait jeté tout ce qu'il avait touché, laissant des espaces vides et étranges sur les étagères et les murs.
Papa traversait chaque pièce lentement, passant ses doigts sur les meubles, prenant les cadres que maman n'avait pas encore remplacés. La première nuit fut incroyablement gênante. Papa a dormi sur le canapé, même si maman lui avait proposé leur ancienne chambre. Je l'ai entendu bouger vers 3 heures du matin. Sans doute qu'il ne pouvait pas dormir après des mois passés en cellule. Je l'ai trouvé dans la cuisine, en train de préparer du café avec des mains qui tremblaient. On s'est assis à la table en silence, jusqu'à ce qu'il me demande enfin si j'allais bien, vraiment bien. Je lui ai raconté Brandon, tout ce qui s'était passé. Il a écouté sans m'interrompre, sa mâchoire se crispant un peu plus à chaque détail. Quand j'ai terminé, il a dit qu'il était désolé de ne pas avoir pu me protéger. Je lui ai répondu que ce n'était pas sa faute. Les jours suivants furent un brouillard de rendez-vous avec les avocats et de paperasse. L'avocat de papa travaillait pour faire effacer complètement son casier, pas seulement annuler le verdict. On parlait d'une compensation pour détention injustifiée, mais papa disait qu'il s'en fichait. Il voulait seulement récupérer sa vie. Maman essayait sans cesse de lui parler, le suivant partout dans la maison, mais il n'était pas prêt. Il répondait à ses questions par un mot, puis trouvait une excuse pour quitter la pièce. La date du procès de Brandon fut fixée à 6 mois. Le procureur disait qu'avec sa confession et toutes nos preuves, il écoperait probablement de la perpétuité sans possibilité de libération. Il l'avait relié à 3 autres meurtres dans différents États, tous suivant le même schéma. Il faisait accuser quelqu'un de proche de la victime, puis arrivait comme le « sauveur » pour consoler la famille endeuillée. Le détective a dit que nous avions eu de la chance que ces autres victimes n'aient pas survécu pour le dénoncer. Je suis retournée à l'école, mais tout semblait différent. Les élèves chuchotaient quand je passais. Tout le monde était au courant, maintenant, pour Brandon, pour papa. Ashley restait à mes côtés, et quelques autres amis qui comptaient vraiment. Mes professeurs étaient particulièrement gentils avec moi, ce qui rendait les choses presque pires. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste que tout redevienne normal, mais le normal avait disparu, probablement pour toujours. Papa avait recommencé à travailler dans le bâtiment avec l'oncle Henri. Le travail manuel, disait-il, l'aidait à remettre ses idées en place. Il rentrait épuisé, couvert de poussière, mais il avait l'air plus calme. Il voyait aussi un thérapeute. Un type spécialisé dans les traumatismes liés aux condamnations injustifiées. Papa ne parlait jamais de ces séances, mais je voyais bien que ça l'aidait. Il sursautait moins quand une porte claquait. Il avait arrêté de vérifier les verrous 20 fois par soir. Maman a déménagé après 2 semaines. Elle a loué un petit appartement de l'autre côté de la ville, disant qu'elle avait besoin d'espace pour remettre de l'ordre dans sa tête. J'ai été soulagée, honnêtement. La tension entre elle et papa dans la même pièce était étouffante. Elle l'avait trahi de la pire manière possible, même si Brandon l'avait manipulée. Il y a des choses dont on ne revient pas. Elle m'a demandé si je voulais parfois rester chez elle, mais j'ai dit non. J'avais besoin d'être avec papa. Les papiers du divorce sont arrivés 1 mois plus tard. Papa les a signés sans même les lire. Il voulait juste en finir. Maman lui a tout laissé. La maison, la voiture, la garde complète de moi. Sa culpabilité la dévorait vivante. Elle a commencé à voir un thérapeute, elle aussi, pour essayer de comprendre comment elle avait pu être aussi aveugle. Parfois, j'avais un peu de peine pour elle. Puis je me rappelais qu'elle avait choisi Brandon plutôt que papa, qu'elle ne m'avait pas cru, et toute compassion s'évaporait. Oncle Henri était devenu un habitué de la maison. Il amenait ses enfants le week-end et on faisait des barbecues comme avant. Ses jumeaux, Elia et John, n'avaient que 8 ans, mais ils idolâtraient papa. Il se fichait de son passé, tant qu'il savait lancer un ballon et raconter des histoires marrantes. Sa fille, Déborah, avait mon âge et on s'est vite rapprochés. Elle comprenait ce que c'était d'avoir une famille complètement bouleversée. Sa mère était partie quand elle avait 10 ans. 3 mois après la libération de papa, j'ai dû témoigner à une audience préliminaire. Le procureur disait que mon témoignage aiderait à empêcher Brandon de plaider la folie ou la coercition. Je portais ma plus belle robe, la bleue que papa m'avait achetée pour mon anniversaire il y a 2 ans.
Mes mains tremblaient quand j'ai juré de dire la vérité. Brandon était assis à la table de la défense, en combinaison orange, et il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Il a essayé d'attraper mon regard, mais j'ai fixé droit devant moi. J'ai tout raconté, les menaces, les attouchements, la nuit à l'hôtel. Le juge a dû suspendre l'audience. Quand j'ai parlé du journal de papa, parce que je pleurais trop pour continuer. Papa n'avait pas le droit d'être dans la salle puisqu'il pourrait être appelé à témoigner plus tard, mais oncle Henry était là. Il m'a fait un signe du pouce depuis les gradins, comme pour me rappeler que j'étais courageuse, que je pouvais le faire. L'avocat de Brandon a essayé de me faire passer pour une gamine confuse, me demandant si je n'avais pas peut-être mal interprété ses intentions. Je suis restée calme et j'ai répété ce qui s'était passé, exactement comme cela s'était passé. Le procureur a diffusé l'enregistrement du téléphone d'Ashley, et le visage de Brandon est devenu livide. Son avocat a demandé un accord de plaidoyer cet après-midi-là, 25 ans à perpétuité au lieu de la perpétuité sans possibilité de sortie. Le procureur a répondu, hors de question. Après l'audience, des journalistes ont essayé de nous parler devant le tribunal. Papa m'a protégé de son corps pendant que nous traversions la foule pour rejoindre le camion d'oncle Henry. Il criait des questions sur le pardon, sur l'avenir, sur ce que ça faisait de voir Brandon menotter. Nous n'avons rien répondu. Il n'y avait rien à dire qui pouvait leur faire comprendre. Ce n'était pas du divertissement. C'était notre vie. Maman a commencé à m'envoyer des lettres, de longues excuses décousues sur la façon dont elle avait échoué comme mère, sur tout ce qu'elle aurait dû voir plus tôt. J'en ai lu quelques-unes, puis j'ai commencé à les jeter sans même les ouvrir. Papa m'a dit que je devrais envisager de lui pardonner un jour, pour ma paix intérieure à moi, pas pour la sienne, mais je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Elle avait choisi un monstre plutôt que sa propre famille. Certaines choses sont impardonnables. Le procès réel de Brandon a été brutal. Ils ont fait venir les familles de ses autres victimes, montrant encore et encore les mêmes schémas dans son comportement. Une femme de l'Arizona a témoigné qu'il avait commencé à sortir avec elle peu après la mort de son mari dans un accident suspect. Elle avait eu un mauvais pressentiment et avait rompu avec lui, ce qui lui avait probablement sauvé la vie. Une autre famille du Nevada a parlé de leur fils, qui purgeait une peine pour un meurtre qui ressemblait exactement au cas de mon père. Le procureur a dit qu'ils allaient rouvrir cette affaire aussi. Papa a témoigné le 3e jour. Il portait son seul costume, celui de leur mariage, qu'il avait gardé sans trop savoir pourquoi. Il a parlé du moment où il avait trouvé le corps, de la façon dont il avait essayé d'aider, de la confusion totale lorsqu'on l'avait arrêté. Il a parlé de la prison, du fait d'avoir raté mon anniversaire, des lettres qu'il écrivait et que je ne lirai jamais. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a évoqué le jour de ma naissance, comment il avait promis de toujours me protéger et comment il avait l'impression d'avoir échoué. Le 5e jour, Brandon a choisi de témoigner, malgré les conseils de son avocat. Il a essayé de se présenter comme une victime des circonstances, affirmant que l'homme dans la salle de bain l'avait attaqué en premier. Mais sous le contre-interrogatoire, son histoire s'est effondrée. Il s'est contredit, s'est énervé, laissant apparaître son vrai visage devant le jury. Lorsque le procureur lui a demandé quels étaient ses projets pour ma mère et moi, il a refusé de répondre. Même son propre avocat avait l'air d'avoir abandonné. Le jury a délibéré pendant 2 heures. Coupable sur toute la ligne. Meurtre, conspiration, fraude, tentative d'agression sur mineur, la liste était interminable. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, avec des peines consécutives pour chaque chef d'accusation. Brandon n'a pas réagi. Il est resté là, fixant la table. Quand on l'a emmené, il m'a lancé un dernier regard. Je l'ai soutenu, déterminé à lui montrer qu'il ne m'avait pas brisé, que c'était moi qui avais gagné. Après le verdict, papa et moi sommes allés dans son restaurant préféré, le petit Mexicain qui avait encore sa photo au mur, depuis l'époque où il y allait tout le temps. Le propriétaire l'a serré dans ses bras et a insisté pour que le repas soit offert. Nous avons mangé dans un silence confortable, tous les deux épuisés mais soulagés. C'était fini. Vraiment fini.
Brandon passerait le reste de sa vie en prison, et nous pouvions enfin commencer à nous reconstruire. La semaine suivante, maman a essayé de venir à la maison. Papa n'a pas voulu la laisser entrer, lui parlant à travers la porte moustiquaire. Elle voulait s'excuser encore, voulait essayer une thérapie familiale. Papa a dit non. Ce bateau-là avait déjà coulé. Elle devait avancer, et nous aussi. Elle a pleuré, supplié, mais papa est resté ferme. Je l'observais depuis les escaliers, sans rien ressentir. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec. J'ai commencé à voir une thérapeute, moi aussi. Une femme appelée Dr Cheryl, spécialisée dans les traumatismes. Elle m'a aidé à tout analyser, à comprendre que ce n'était pas ma faute, que j'avais été incroyablement courageuse. Certains jours, je la croyais. D'autres, non. Mais peu à peu, les cauchemars se sont arrêtés. J'ai arrêté de vérifier les serrures compulsivement, j'ai arrêté de sursauter quand un homme marchait derrière moi. Les progrès sont arrivés par petites étapes. Papa et moi avons créé de nouvelles habitudes. Le petit déjeuner du dimanche au dîner, les soirées cinéma du mercredi, et le coup de main à l'oncle Henri sur ses chantiers le samedi. Nous parlions plus qu'avant, de tout. L'école, les amis, l'avenir. Il m'aidait pour mes devoirs, même si les maths n'avaient jamais été son fort. Il venait à tous les événements scolaires, acclamant beaucoup trop fort lors de mes performances de clarinette pas vraiment extraordinaires. Nous réapprenions à être une famille, juste tous les deux. 6 mois après le procès, papa a rencontré quelqu'un. Caroline, la barmaid qui avait témoigné, a commencé à passer de temps en temps. Au début, elle n'était qu'une amie, puis quelque chose de plus. Elle faisait rire papa de vrais rires, pas les sourires forcés qu'il portait depuis des mois. Je l'aimais bien. Elle n'essayait pas d'être ma mère, elle me traitait simplement comme une personne. Elle apportait à manger et on regardait de mauvais films en se moquant des incohérences du scénario. Papa souriait davantage quand elle était là. Maman a fini par arrêter de tenter de nous contacter. J'ai appris par la mère d'Ashley qu'elle avait déménagé dans un autre état, pour recommencer une nouvelle vie là où personne ne connaissait son histoire. Une partie de moi espérait qu'elle trouve la paix. L'autre n'en avait rien à faire. Elle avait été si facilement manipulée, si rapide à remplacer papa. Peut-être que Brandon avait vu cette faiblesse en elle dès le début. Peut-être que c'est pour ça qu'il avait choisi notre famille à détruire. 1 an après toute l'affaire, papa a reçu une indemnisation de l'État pour sa condamnation injuste. Pas des millions, mais assez pour rembourser la maison et mettre de l'argent de côté pour mes études. Il a acheté un nouveau camion, est parti en vacances dans les montagnes, a enfin recommencé à vivre. Il a continué à travailler dans le bâtiment. Selon lui, c'était un métier honnête, soit on construisait quelque chose correctement, soit on ne le faisait pas. Aucun espace pour les mensonges ou la manipulation. J'ai eu 15 ans ce printemps-là. Papa m'a organisé une grande fête, probablement pour compenser tous les anniversaires qu'il avait manqués. La famille d'oncle Henri est venue. Caroline aussi. Même quelques élèves du lycée se sont pointés. On avait un château gonflable ridicule pour des ados, mais personne ne s'en est plaint. Papa a fait griller des burgers et raconter des histoires embarrassantes sur quand j'étais petit. Pendant quelques heures, on aurait dit une famille normale, avec une fête normale. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, papa et moi avons rangé le jardin dans un silence confortable. Il m'a remercié d'avoir cru en lui, de ne jamais l'avoir abandonné. Je lui ai dit que j'avais toujours su qu'il était innocent, qu'il n'était pas capable de faire du mal à qui que ce soit. Il m'a serré très fort dans ses bras et m'a dit que je lui avais sauvé la vie. On a un peu pleuré, tous les deux, mais des larmes qui guérissent. La vie a continué. Je suis passée sur la liste d'honneur, j'ai commencé à sortir avec un gentil garçon de ma classe de chimie, Rory. Papa a menacé de nettoyer son fusil quand Rory est venu à la maison, mais il plaisantait, à moitié. Caroline a emménagé après 1 an, avec son chat, Monsieur Whisker, qui a immédiatement réquisitionné le fauteuil de papa. On est devenu une petite famille étrange, construite sur un traumatisme commun, mais soudée par le choix et par l'amour. Brandon est mort en prison 2 ans plus tard.
Une crise cardiaque, disait la lettre. Il avait 43 ans. Je n'ai rien ressenti en la lisant. J'ai simplement refermé la lettre et je suis retournée à mes devoirs. Papa m'a demandé si ça allait, et j'ai répondu « oui ». Vraiment. Brandon était mort pour moi depuis le jour où il l'avait condamné. Sa mort réelle n'était qu'un document administratif, rien de plus. Maman a envoyé une carte pour mes 18 ans. Juste une signature. Love, Mom. Sans adresse de retour. Je l'ai gardée pour une raison inconnue, rangée dans un tiroir avec d'autres choses que je n'arrivais pas à jeter. Papa disait que peut-être, un jour, j'aurais envie de la retrouver. De faire la paix. Peut-être qu'il avait raison. Ou peut-être que certains ponts doivent rester brûlés. Le temps le dirait. J'ai été acceptée à l'université avec une bourse complète. Je prévoyais d'étudier la justice pénale. Peut-être devenir avocate, aider d'autres familles déchirées par des mensonges. Papa a pleuré à ma remise de diplôme, me mettant la honte devant tout le monde. Caroline a pris 1 million de photos, tandis que la famille d'oncle Henri applaudissait depuis les gradins. Ma famille de cœur, celle qui était restée quand tout s'était effondré. La veille de mon départ pour l'université, papa et moi étions assis sur la balançoire du porche, à regarder les lucioles. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'étais devenue une jeune femme incroyable malgré tout ce qu'on avait traversé. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'il était le meilleur père qu'on puisse rêver d'avoir. On est resté là, dans un silence confortable. Pas besoin d'en dire plus. On avait survécu à l'impensable, et on en était sorti plus fort. C'était suffisant. En y repensant aujourd'hui, je me demande parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé le journal de papa ce soir-là. Si Brandon avait réussi à m'envoyer loin. Si maman l'avait épousé. Si papa était mort en prison en croyant que personne ne se souciait de lui. Mais je l'ai trouvé. J'ai résisté. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire, se battre pour la vérité et espérer que quelqu'un écoute. Dans notre cas, ils ont fini par écouter.